des explications sur les composantes et les objectifs de cette institution. La Première Dame visite le siège de la Fédération espagnole des pathologies rares. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens privés aujourd'hui à Madrid avec Sa Majesté le roi Philippe VI, roi d'Espagne. Les entretiens ont porté sur les relations séculaires d'amitié entre les deux pays et les moyens de les renforcer au service des deux peuples amis. Les entretiens ont été par la suite élargi au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël El Cheikh Ahmed, et de notre ambassadeur à Madrid, son Excellence M. Boubacar Kane, ainsi que de personnalités espagnoles de haut niveau. Dans le cadre de sa visite au Royaume d'Espagne, le président de la République, Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a été reçu par le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez Pérez, au siège du gouvernement. En marge de cette rencontre, le président de la République a signé le livre d'or. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël El Cheikh Ahmed, et de l'ambassadeur de la Mauritanie à Madrid, son Excellence M. Kane Boubacar, et du côté espagnol des hauts responsables. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, s'est rendu aujourd'hui dans le cadre de son programme de visite au Royaume d'Espagne à la Maison arabe à Madrid. Au cours de cette visite, le président de la République a visité l'exposition Mémoire dynamique où il a pu contempler des œuvres d'art contemporain mauritaniens. Le président de la République a reçu des explications sur les composantes et les objectifs de cette institution présentées par les responsables de l'exposition. La Maison arabe de Madrid, affiliée au ministère espagnol des Affaires étrangères, est une institution qui a pour vocation de renforcer les relations de coopération entre l'Espagne et le monde arabe et islamique. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu dans sa résidence à Madrid des représentants de la communauté mauritanienne résidant en Espagne. La réunion a été l'occasion d'être informé des conditions de vie des citoyens et de leurs doléances. Au cours de la rencontre, le président de la République a exprimé son intérêt pour les conditions de vie des communautés à l'étranger. Le président de la République a écouté certains des orateurs au nom de la communauté et a enregistré leurs observations et demandes qu'ils ont formulées. L'entretien s'est déroulé en présence de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël El Cheikh Ahmed, M. Mohamed Lamine, directeur de cabinet du président de la République et de notre ambassadeur auprès du Royaume d'Espagne, son Excellence M. Boubacar Kane, et le consul à Las Palmas, Mme Mariam Mtoufa.
La première dame, Dr Mariam Wade El-Daha, a visité aujourd'hui dans la capitale espagnole, Madrid, le siège de la Fédération espagnole des pathologies rares. Sur place, la première dame a suivi des explications sur le fonctionnement et les missions assignées à cette institution. La FEDER a été fondée en 1999 et est la porte-parole des 3 millions de personnes qui vivent avec une pathologie rare en Espagne. Le forum entrepreneuriat entre la Mauritanie et l'Espagne a commencé aujourd'hui dans la capitale espagnole Madrid en marge de la visite de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, au Royaume d'Espagne. Les manifestations de ce forum, co-présidées par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El-Abidine Cheikh Ahmed, et le président de CO, le patronat espagnol, M. Antonio Garmendi, se sont déroulés. On est en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Naam Tandjoul Moknas, de la secrétaire d'État au Commerce de l'Espagne, Mme Xiana Mendez, ainsi que du président de la Chambre de commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture de Mauritanie, M. Ahmed Baba Oul Mohamed Ali Oul Alaya, et de son homologue espagnol, M. José Luis Bonet, président de la Chambre de commerce d'Espagne. Le forum débattra des opportunités d'investissement communes entre la Mauritanie et l'Espagne. Il sera aussi question de la plateforme logistique et commerciale des îles Canaries en Afrique et la Mauritanie en tant que porte d'entrée de l'Afrique, en plus de l'organisation d'une table ronde sur les opportunités commerciales en Mauritanie en vue de surmonter divers obstacles et de renforcer le partenariat entre les deux pays. Une cinquantaine d'entrepreneurs mauritaniens participent à ce forum, ainsi que de nombreux gestionnaires des secteurs productifs et de responsables de ces secteurs dans les deux pays, en plus de la directrice du commerce international et de l'investissement, Madame Paz Ramos, du directeur général de la promotion du commerce extérieur de Mauritanie, du président de la région spéciale des Canaries, du président de la zone franche de Nouadhibou et du directeur général de l'Office national du tourisme, de la directrice de la compagnie Elecnor West Africa et du chef de la région Afrique et Caraïbes. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a présidé aujourd'hui à Madrid la cérémonie de signature d'un accord de coopération et de partenariat avec la Confédération des organisations patronales en Espagne, Confédération espagnole de organisations. L'accord également émargé pour la partie espagnole par le président de la Chambre, M. Antonio Caramanda, comporte plusieurs axes de nature à renforcer la coopération et les échanges économiques, commerciaux et techniques entre les opérateurs économiques des deux pays, tout en stimulant les investissements communs. Il a été paraphé en marge des activités du Forum économique hispano-mauritanien, abrité par la capitale espagnole, avec une participation de haut niveau du patronat mauritanien. Le dit forum représente une réelle opportunité pour consolider les échanges entre les acteurs économiques des deux pays et de passer en revue les opportunités d'investissement prometteuses de part et d'autre.
Le ministre de l'Élevage, M. El Bounahi, a supervisé aujourd'hui un workshop en compagnie de son homologue de l'hydraulique, M. Mohamed Hassan Boukhres, le lancement officiel de la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel pour la Mauritanie. Le point avec Amina Takan. Lancement de la seconde phase du projet d'appui au système pastoral dans la région du Sahel et en Mauritanie. Une occasion pour présenter et évaluer les réalisations et les acquis les plus importants franchis lors de la première étape du projet. Pour le ministre de l'Élevage, M. Lemrabat Oul Benahi, les résultats de la première phase du projet avaient atteint les niveaux des aspirations qu'il s'agisse de la santé animale ou du renforcement du système de gestion des ressources naturelles, indiquant qu'à raison de ces résultats encourageants de la première phase du projet et puisque de nombreux défis se dressent au niveau de la région du Sahel, les pays et le groupe de la Banque mondiale ont convenu de financer la seconde phase du projet dans les mêmes pays avec un montant de 350 millions de dollars, dont 45 millions sont alloués pour le projet en Mauritanie pour la période 2020 à 2027. Le ministre a en outre indiqué que les recommandations et directives qui découleront de ce lancement permettront à l'équipe du projet chargée de sa mise en œuvre ainsi qu'à tous les partenaires de mener à bien leurs activités prévues au profit des groupements pastoraux chez nous. Lui succédant, le président de la Fédération nationale, Mustafa Abdallah, a expliqué que les agriculteurs et organisations pastorales ainsi que les associations comptent beaucoup afin de renforcer les importants résultats de la première phase du projet, au cours de laquelle, rappelle-t-il, de nombreuses réalisations ont été faites. À son tour, la représentante de la Banque mondiale dans notre pays a rappelé les priorités du partenariat de la Banque mondiale avec notre pays dans le secteur de l'élevage. Nous nous réjouissons vraiment de nous retrouver aujourd'hui ici pour marquer ensemble le lancement de cette nouvelle phase d'activité. À cette heureuse occasion, je tenais à féliciter bien sûr les autorités mauritaniennes pour l'engagement, leurs efforts continus pour relever tous les défis sur le chemin de développement de ce secteur qui est vital pour des millions de Mauritaniens. Cet engagement commun entre la Mauritanie et la Banque mondiale s'exprime à travers de l'exploitation et la valorisation durable des ressources naturelles du pays, ainsi que la valorisation d'une parfaite harmonie entre les conditions environnementales et sociales des pasteurs en Mauritanie. Il est à noter qu'au cours de cette cérémonie, plusieurs présentations ont été faites devant l'assistance. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Ahmed, a visité plusieurs structures relevant de son département dans l'Agence nationale pour l'emploi. L'objectif de cette visite est d'exhorter ces structures à appliquer les orientations prises par le gouvernement dans le domaine de l'emploi. Bokar Bailaba nous en dit plus. Première étape, le siège de l'Agence nationale pour l'emploi Tishqil. Sur place, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Taleb Ould Ahmed, a été édifié sur la mission de cette structure qui vise à améliorer les capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, faciliter le passage des jeunes de l'école à la vie professionnelle, notamment par l'accès à la qualification professionnelle. Le directeur général de l'ANPE, Mohamed Djeoul Sidati, a édifié le ministre sur d'autres missions de la structure, à savoir mettre en place un système intégré d'information et de suivi des jeunes demandeurs d'emploi et participer à l'élaboration des statistiques relatives au marché de l'emploi des jeunes, entre autres. Deuxième étape, le guichet Tishqil de la Muqata de Darnaïm. Là aussi, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle s'est informé du fonctionnement de cette structure dépendant de l'ANPE. Troisième étape, la coordination des projets emploi. Et au cours de cette visite, le ministre a suivi une présentation du coordinateur national de la cellule d'appui à l'emploi des jeunes, Mohamed Chiaroul Habib, dans laquelle il a abordé les actions et les domaines d'intervention des projets d'emploi de la coordination. Ainsi, la stratégie nationale est de soutenir le groupe des jeunes âgés de 15 à 25 ans qui souffrent des conséquences du décrochage scolaire et du manque de formation, ainsi que de l'absence de perspectives dans la vie quotidienne. Ce qu'on demande à l'Agence nationale pour l'emploi, c'est essentiellement trois choses. Une, c'est accueil. L'accueil doit être
vraiment améliorer au niveau des guichets. Il faut que quand les demandeurs d'emploi viennent dans un guichet, qu'ils soient bien accueillis, qu'ils aient l'information dont ils ont besoin. Et la deuxième chose, c'est l'orientation. Il faut savoir orienter les demandeurs d'emploi. La fonction principale d'une agence, ce n'est pas de donner de l'emploi. Il faut que les gens le comprennent. C'est d'accompagner les demandeurs d'emploi à accéder à l'emploi, à accéder aux opportunités d'emploi, à améliorer ses compétences. Voilà. Et l'autre chose, c'est l'accompagnement. Donc, accueil, orientation, accompagnement. Donc, comment accompagner? Donc, il faut que l'information, les mécanismes, les instruments, l'information disponibles pour le demandeur d'emploi, il faut que l'agence et ses conseillers soient en mesure de les accompagner pour trouver une issue de sortie aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et donc, sur ce point-là, je trouve qu'il manque encore de rythme. Le souffle et le rythme manquent. Et il faudrait véritablement qu'on travaille ensemble. Donc, pour les prochains mois, dans les prochaines semaines, je donne 2 mois pour que véritablement qu'il y ait des résultats. Au cours de cette série de visites, le département de l'emploi à Teni a rappelé que l'État a alloué de nouveaux fonds qui seront lancés prochainement et la part des femmes sera de 50%. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de lancement de la politique enseignante dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel. Abdul Adamaba. Favoriser le développement du capital humain par l'amélioration de la gouvernance et un appui aux enseignants avec la prise en charge de la formation initiale et continue, tel est l'objectif de cet atelier conjointement organisé par le ministère de l'Éducation nationale et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, et ce grâce à un financement de l'Union européenne. Ces travaux qui débutent aujourd'hui devront permettre à la Mauritanie d'élaborer une politique enseignante qui, au-delà des aspects liés au recrutement et à la formation des enseignants, traitera toutes les autres dimensions qui influent sur la motivation et le bien-être des enseignants. Mesdames et messieurs, le second atelier, prévu du 21 au 25 mars, a pour objectif principal d'élaborer un cadre d'orientation curriculaire pour la professionnalisation des enseignants de l'éducation de base dans les pays du G5 Sahel. L'ambition de ce cadre commun est de permettre d'assurer une certaine cohérence dans la formation de tous les enseignants de l'éducation de base, non seulement à l'intérieur de chacun des États, mais aussi entre ceux-ci, de sorte qu'une certaine mobilité intra- et interrégionale des enseignants soit possible entre les régions et entre les États. L'éducation est au cœur de l'atteinte des objectifs de développement durable, des 17 objectifs de développement durable qui sont interreliés. On ne peut pas atteindre les résultats éducatifs satisfaisants si par ailleurs on ne met pas en place un développement durable, si par ailleurs on ne met pas en place toutes les conditions pour aussi fournir et aider une bonne santé des citoyens. Ces rencontres comptent aussi améliorer l'enseignement au sein des pays du G5 Sahel. Cette cérémonie d'ouverture a pris fin par cette photo de famille. La secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Ba Halima Yahya, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture d'une session de formation avec pour objectif de renforcer les capacités du personnel de santé dans la prise en charge initiale Covid-19. Eminem Tahlil. C'est afin de protéger les staffs médicaux opérant dans les centres hospitaliers et points de santé contre la contamination au Covid-19 qu'a été organisée cette dernière phase de la formation mise en place par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La formation vise le renforcement des capacités des équipes médicales en matière d'autoprotection au moment de la prise en charge des patients atteints de Covid-19, et ce à travers l'application des bases d'hygiène et du protocole sanitaire mondial. C'est ce qu'a indiqué la représentante du ministère au colloque, Mme Halima Ba. Ces formations ont pour objectif de renforcer les capacités du personnel de santé dans la prise en charge initiale des patients Covid-19, de favoriser aussi le partage du savoir-faire en matière de la gestion quotidienne de l'urgence et d'apporter un changement de comportement des soignants par l'application des règles et un changement de comportement par l'application des règles et normes d'hygiène afin de prévenir les risques encourus lors des soins aux patients. Ces sessions de formation au profit du personnel qui travaille dans les unités Covid-19 au sein des hôpitaux des 15 wilayas
permettra une prise en charge initiale qui répond aux normes, ce qui est primordial pour le pronostic des patients en permettant l'éviction de complications ou de passage aux soins critiques. Pour sa part, la représentante de l'OMS dans notre pays, Mme Diaye Fati Charlotte, a mis en exergue le rôle des agents et auxiliaires de santé dans l'application des protocoles nécessaires à la lutte contre les infections et le maintien de l'ordre sanitaire public. Ainsi, il s'avère crucial de mettre en place dans les meilleurs délais des mesures pour protéger le personnel de santé dans la région africaine et leur donner un soutien nécessaire afin qu'ils puissent continuer de prendre soin des patients dans les meilleures conditions possibles de travail. La formation, selon Mme Beibeti Mohamed, chef du service de la réforme et du suivi des hôpitaux au ministère de la Santé, vise, en plus de la protection des équipes médicales contre le Covid-19, la lutte contre la propagation des maladies contagieuses en général au sein des hôpitaux. Une formation que les bénéficiaires trouvent particulièrement cohérente, selon les chefs du service d'assainissement et d'hygiène au centre hospitalier de Nouakchott, M. Abdallahi Ould Rabbani, dans un contexte marqué par le Covid-19, mais aussi par les maladies saisonnières contagieuses. La clôture de cette phase de la formation, qui a duré 3 jours, marque la finalisation des 5 étapes de formation prévues dont ont bénéficié les équipes de santé et les staffs médicaux sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise un atelier au bénéfice des organisations de la société civile. L'atelier vise une meilleure coopération avec les organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Mohamed El-Khattat. C'est un atelier qui vise à renforcer la concertation et la collaboration entre le département de l'environnement et du développement durable et la société civile dans la mise en œuvre des actions de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et l'adaptation au changement climatique. Pour le président de l'ONG Tenmiya, M. Mohamed Tourad, cet atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable entre dans le cadre de la préparation du sommet mondial de lutte contre la désertification prévu en mai 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce sont donc les organisations de la société civile impliquées dans la réussite de la politique nationale en matière de lutte contre la désertification qui sont invitées à cet atelier, lequel planchera sur les solutions agroécologiques pour inspirer la transition vers des systèmes alimentaires durables et inclusifs. Plusieurs thématiques ont été discutées et des présentations ont été faites sur les pratiques agroécologiques, sur la récupération des terres dégradées et la régénération des ressources naturelles, ainsi que sur l'adaptation au changement climatique. Pour le conseiller technique chargé du développement durable au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Hassan Mouloud, la Mauritanie est l'un des pays les plus exposés aux effets de la désertification, des sécheresses et des changements climatiques. Ces effets ont des conséquences majeures sur la capacité productive de nos écosystèmes et du patrimoine écologique. Ceci interpelle sur le mode de gestion des ressources naturelles, mais aussi la résilience des communautés particulièrement les plus vulnérables. Actuellement, 200 000 à 300 000 hectares des terres sont perdus en moyenne. La Mauritanie est en phase d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la désertification et la dégradation des terres 2021-2030. Une stratégie qui s'articulera autour des 3 volets que sont les cibles nationales volontaires de neutralité en matière de dégradation des terres, le plan national sécheresse et l'alignement des plans nationaux de lutte contre la désertification avec la nouvelle stratégie des Nations Unies de la lutte contre la désertification 2018-2030. Le comité interministériel chargé du suivi de la propagation de Covid-19 a tenu une réunion consacrée à la phase critique du programme du comité et des stratégies qu'il a évaluées pour faire face à la pandémie. Au cours de cette réunion, le vice-président du comité a prononcé une allocution dans laquelle il a expliqué ce qui avait été mis en œuvre sur le terrain et les futurs programmes.
Une délégation parlementaire s'est rendue dans la wilaya du Trarza. Au cours de cette visite, plusieurs rencontres ont eu lieu, dont la première avec les autorités administratives. Les autorités administratives ont apprécié cette visite qui témoigne de l'intérêt des organes législatifs pour la réalité quotidienne du citoyen. Au cours de la deuxième étape de cette visite consacrée au Conseil régional du Trarza, le chef de la délégation parlementaire a insisté sur la nécessité de combiner les efforts déployés par le gouvernement avec le rôle de développement joué par le Conseil au niveau régional. À son tour, le président du Conseil régional exprimait sa satisfaction quant à cette visite, soulignant la disponibilité du Conseil à servir le pays et ses intérêts. Le ministère de la Santé a annoncé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays pour les dernières 24 heures l'enregistrement d'une contamination au coronavirus et 0 décès. Démarrage aujourd'hui à Néma des travaux de l'atelier régional de la revue annuelle du projet Inaya mis en œuvre par le ministère de la Santé. Cet atelier vise à faire le bilan des travaux de l'année écoulée et les perspectives d'avenir du projet afin d'en tirer des enseignements et d'améliorer les performances de l'année en cours. Le point avec Mohamed Al-Khattat. 198 structures sanitaires réparties dans toute la wilaya du Hod al-Sharqi sont concernées par cette revue annuelle d'évaluation des projets Inaya d'amélioration des services de santé exécutés par le ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires au développement. Le lancement de cet atelier d'évaluation a été l'occasion de faire connaître le projet, la modernisation et l'amélioration des structures sanitaires dans la wilaya, comme l'a indiqué le Wali Moussaïd du Hod al-Sharqi, M. Mohamed Mokhtar Baba, précisant qu'il s'agit de faire le bilan de 2021 et les prévisions de 2022 avec tous les acteurs en vue de tirer les leçons et améliorer les rendements des services de santé dispensés par les centres au profit des populations. De son côté, le président de la région du Hod al-Sharqi, M. Mohamed Ould Tijani, a loué les progrès réalisés dans le projet et qui ont permis une nette amélioration des conditions, autant en infrastructure que de services de santé devenus plus proches des citoyens. Ce qui, a-t-il dit, est un bon exemple de décentralisation des services de santé. Pour sa part, le représentant de la Banque mondiale en charge du projet, M. Mohamed Fadel Talba Ahmed, a souligné l'importance de cette approche Inaya et cet atelier visant à évaluer la qualité des services dispensés aux citoyens, souhaitant qu'ils aient été satisfaisants et que les planifications pour l'année prochaine répondent aux aspirations des populations. Il convient de préciser qu'auparavant, le maire de Néma, M. Sidi Mohamed Ould Mohamed, avait souhaité la bienvenue aux uns et aux autres et s'était félicité que la ville de Néma abrite cet atelier d'évaluation du dispositif de santé dans la wilaya du Hod al-Sharqi. Et ainsi prend fin ce journal. Tout de suite, la rappel du titre. Le président de la République rencontre le roi d'Espagne et s'entretient avec le Premier ministre espagnol. Entretien qui traite des relations bilatérales entre notre pays et le Royaume d'Espagne. Le président de la République visite la Maison arabe de Madrid et au cours de cette visite, il a reçu des explications sur les composantes et les objectifs de cette institution. Et la première dame visite le siège de la Fédération espagnole des pathologies rares. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.